mesdames et messieurs, les membres du jury, l'organisation de Rhetorica et bien sûr le public, et évidemment mon contradicteur. Homo homini lupus, nous disait Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme. Mais Thomas avait tort. Malheureusement, l'homme est un loup pour celui qui est un mouton. Car le loup, il vit en société, sa meute, avec des dominants et des dominés, des malades, des vieux, des jeunes, en bref, des forts et des faibles. Alors faut-il aider les faibles? Je vais vous montrer que non. À première vue, cela semble rude. Peut-être me croyez-vous sans pitié, mais mes propos seront bien plus nuancés que le sujet le laisse entendre. Premièrement, analysons le terme « aider ». Le Larousse nous dit immédiatement que c'est faciliter la tâche de quelqu'un. Puis cherchons une signification au terme « faible », qui doit nécessairement être opposé à celui de « fort ». Si on cherche dans le dictionnaire, le terme « fort » vous renverra à tout un tas de caractéristiques. Physique, social, mental, j'en passe. Être fort, c'est avoir la puissance. Alors faut-il aider l'impuissant? Le simple fait de se poser la question est déjà terriblement condescendant. Au lieu de faire de la faiblesse un état passager qui peut être transcendé, on y ancre certains boulets. On suppose qu'ils ne s'en sortiront jamais seuls et on sous-estime leurs capacités. J'ai pour vous une énigme. Mettez-vous dans la peau d'un mercenaire. Vous avez une arme au poing et face à vous 3 personnes. Le premier est un milliardaire. Le second est le chef d'État pour lequel vous avez voté. Le dernier est la star hollywoodienne de vos rêves les plus fous. Chacun de ces individus vous demande de tuer les 2 autres. Le riche vous propose de vous couvrir d'or. Le politicien vous rappelle qu'il représente la souveraineté du peuple. Le dernier vous propose de jouer dans un film à succès. Lequel choisissez-vous? Certains verront l'argent comme la mécanique du pouvoir. D'autres, encore, reconnaîtront la volonté du peuple. Et certains, comme sûrement M. Bay, cueilleront le jour. Les plus malins briseront le schéma de l'énigme, en proposant peut-être un carnage en règle, en tuant les 3 personnages. D'autres ont suffisamment suivi les cours de droit pénal de M. Fleury pour jeter leur arme à terre, ne pas y prendre parti. Et d'autres enfin viennent d'avoir leurs résultats d'examen et songent davantage à presser la détente, le canon contre leur tempe. Alors quelle est la réponse? Eh bien ça dépend. Et oui, ça dépend. Désolé, ce n'est pas vraiment une énigme au final. Mais cela montre une chose. Vous avez confié le pouvoir à un attribut. Vous avez dit que l'un d'entre eux, que vous, que l'arme avait le pouvoir, qu'il était le fort de l'histoire. Il semble donc évident que force et faiblesse sont avant tout une question de perception subjective. Cette démonstration introductive est essentielle à cette plaidoirie. Le pouvoir est là où on pense qu'il réside. Mais oui, enfin, regardez, qui aurait misé sur David? Personne, sauf David lui-même, et sa foi inébranlable en Jéhovah. Finalement, c'est Goliath qui a été cogné comme s'il avait participé à une primaire de présidentielle. Être dos au mur renforce et pousse à se dépasser. C'est le principe même de la compétition, de l'examen, une notion que tout le monde maîtrise ici. Par exemple, en droit administratif, j'ai eu M. Bay comme chargé de TD. Il m'a mis un mauvais 6,5 à mon galop d'essai. Mais il m'a rendu dur. Il m'a rendu tout dur. Il m'a rendu dur jusqu'au bout. Et à mon examen terminal, face à Monsieur Le Breton, j'ai pu décrocher un magnifique 14. Ainsi, il ne faut pas tenir la main du faible. Il faut le laisser traverser les épreuves, s'endurcir, s'entraîner, atteindre son objectif par lui-même. Alfred disait d'ailleurs à Batman, « Pourquoi tombons-nous, Monsieur Wayne ?» Mais c'est pour mieux nous relever. Batman est justement le bel exemple du fort qui n'aide pas réellement le faible. Pour ses concitoyens, il est d'abord le symbole de la justice. Il leur montre qu'il y a de l'espoir, que n'importe qui pourrait être Batman, quand chaque faible sommeille un fort. Ce symbole qui, lui, dans la nuit, a toujours été de mon point de vue similaire à un groupe d'individus plus concrets, les Lumières. Et oui, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, ils seront à jamais pour nous les forts qui ont montré la voie aux faibles, qui sont à l'origine de la révolution de 1789. À l'échelle du groupe social, l'aristocratie a toujours pensé que le tiers-état était la classe sociale la plus faible. Et pourtant l'histoire nous a montré le contraire. De plus, Marx part du principe que le prolétariat opprimé par la bourgeoisie est tout à fait capable de prendre le pouvoir
La masse populaire a pu inverser la tendance, et c'est justement le fait qu'elle a su vaincre toute seule qui fait la beauté des révolutions qu'elle a déclenchées. Hélas, aucun de ces grands hommes n'ont pu voir les faibles devenir forts, le peuple devenir souverain, et arracher le pouvoir à la tyrannie en se dépassant. Les penseurs ont été le symbole, le peuple a été fort. Les Lumières ont réfléchi une image de force en ceux qu'on croyait impuissants. Mais qu'en est-il de l'apathique qui, malgré le potentiel, se contente de sa petite situation? Mary Pickford disait que l'échec, ce n'est pas être au fond du trou, mais d'y rester. Voyez, l'effort est également une force. Avec l'effort, le timide peut parler fort, mais sans sursaut, le feignant finira à coup sur saut. Le pire des cas est évidemment celui où non seulement le faible ne cède pas, mais celui où il reçoit tellement d'aide qu'il n'a plus besoin d'aucun effort. L'aide entretient la faiblesse. Donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Donne-lui un apprentissage de la pêche, il mangera toute sa vie. Mais donne-lui un poisson chaque jour, il finira par vous réclamer du sel et du citron. Aider un faible parce qu'il est faible, c'est justement reconnaître qu'il n'a pas de potentiel et qu'il n'est pas capable de se débrouiller par lui-même. C'est tout le débat que soulève la discrimination positive. En quoi est-ce valorisant de se voir garantir une place dans un établissement simplement du fait de son appartenance à une catégorie ethnique ou de son handicap? Cela sous-entend justement que parce que face à l'adversité, on n'est pas capable d'entrer dans cet établissement par la voie régulière. C'est institutionnaliser la faiblesse et l'inscrire dans les mentalités. Et cela conduit parfois à fermer la porte à des éléments riches en potentiel, des forts, qui ne bénéficient pas d'une place de droit, qui ne font pas l'objet d'un quota. Peut-être devez-vous commencer à vous demander si j'ai un jour aidé quelqu'un. Mais bien sûr, j'offre mon aide à quiconque en a besoin, pas à quelqu'un pour la simple et mauvaise raison qu'il est faible. Tout le monde a besoin d'aide à un moment ou à un autre. Cela ne veut pas dire pour autant que je devrais leur tenir la main toute leur vie. Une aide ponctuelle dans les coups durs. Mais n'en avez-vous pas assez de ceux qui voient en chaque obstacle une raison à l'abandon, à la procrastination, à l'échec volontaire? Je vous le dis, laissez-les dans leur médiocrité, ils se fatigueront de leur propre lâcheté. La situation sera encore plus facile à imaginer pour les membres du jury. Je pense que certains d'entre vous, même peut-être tous, sont des parents. Alors faut-il apporter de l'aide à son enfant perpétuellement, ou justement le laisser prendre son envol? Celui qui a besoin d'aide, à l'inverse du faible, c'est le fort. Même si cela peut vous sembler paradoxal, c'est bien lui qui possède un fort potentiel, qui doit être aidé. Le diamant brut mérite d'être travaillé, pas le galet de la plage du Havre. Il faut lui donner les moyens d'exploiter sa force cachée. Le fort n'aspire qu'à être plus fort. Il a pourtant une limite. Alors sa seule façon d'être encore plus fort, c'est qu'il cède de plus faible que lui. Qu'il construit sa pyramide sociale en guise de piédestal, dont chaque étage peut être gravi par un effort plus intense. Et cette perspective ne peut qu'attirer les moins forts, désirant suivre le sillage de l'alpha. Tout comme les lumières montrent la voie, le leader entraîne toujours plus haut les faibles qui le suivent. Finalement, qu'est-ce qui a le plus de valeur dans notre société humaine? Pas seulement maintenant que le capitalisme et l'individualisme sont définitivement ancrés dans nos mœurs, mais depuis toujours. La force est puissante dans ma famille. Mon père a ce don, mon frère a ce don, j'ai également ce don. Et je pense que l'individu, comme le groupe, peut gravir la montagne à la force de sa force. Et moi, de ma propre force, I will make Rhetorica great again. Merci. Alors, loin d'être américain, je suis avant tout réaliste. Nous sommes dans une société où le fort et le faible cohabitent en permanence. Je ne dis pas qu'il le dévore sur place, comme un bon gigot. Non, le fort c'est du faible, et le fort renvoie une image au faible. Il l'entraîne avec lui, il l'emmène, il ne le laisse pas sur le banc pour simplement le regarder jouer. Non, vous avez dit que la cause du faible doit être entendue. Bien sûr, à condition que le faible hurle, qu'il se prétende, qu'il veuille assouvir son besoin de perfection, de force, et qu'il s'enrichisse lui-même. Pour l'être humain, n'importe lequel, le fort, le faible, il y a toujours une quête perpétuelle de la force. Et voyez la force où vous voulez. Vous ne voyez aucune force en Donald Trump. Je ne l'aime pas. Je trouvais juste que le jeu de mots était drôle. Mais il a pourtant une grande force, c'est un homme puissant.
Qui pourrait douter de ça? On voit en lui un clown, on voit en lui quelqu'un peut-être de bête, peut-être quelqu'un d'idiot, de raciste, de belliciste. Mais oseriez-vous dire à Donald Trump dans les yeux tout ce que vous pensez de lui? Je ne pense pas, c'est un homme puissant. Je pense que l'homme qui, par exemple, possède le bouton rouge qui pourrait tous nous annihiler en un instant de par sa stupidité et sa folie, est au contraire puissant. Il a certes des faiblesses, comme vous dites, comme chacun d'entre nous, mais cette faiblesse n'existe que pour celui qui est plus faible, qui l'exploite et qui, de cette faille, grimpe et devienne encore plus fort. Vous avez donné la belle statistique que M. Fleury distribue à tout va à chaque deuxième année, celle de ce bon représentant qui a fait diminuer le taux de criminalité au Havre. C'est 80% en moins, c'est ça? Sur une zone, c'est un procureur, c'est pas un représentant. Un procureur, excusez-moi. Mais vous voyez en cet homme, le fort qui aide les faibles, c'est un fort qui a aidé 80% de forts. Il leur a donné le moyen d'être plus fort. Et les faibles sont les 20% qui restent. Ceux qui sont restés dans le sillage de la criminalité. Ce sont eux les faibles. C'est juste. Le fort laisse des empreintes aux faibles pour qu'ils suivent une voie et qu'ils se fassent abattre par lui-même. C'est comme la faille simple et que l'on peut affecter à tout le monde de l'écoulement du temps. Le plus jeune remplaçant le plus vieux étant finalement poussé à la porte au final. Regardez, un exemple est concret devant nous. Monsieur Le Breton, en grand sage, a élevé tout un nombre de grands juristes. Parmi eux, Monsieur Fleury, également un très bon juriste, qui à son tour a poussé une nouvelle génération, Monsieur Bay. Et un jour, Monsieur Fleury peut-être poussera-t-il Le Breton hors de sa place et gagnera une place de député européen. Yes! Et peut-être un jour Monsieur Bay poussera à la retraite Monsieur Fleury en devenant à son tour directeur du département droit. Jamais. Et là la lutte de pouvoir C'est qu'à la retraite, hein. Et la lutte de pouvoir est-elle malsaine ou est-elle simplement légitime? Elle est parfaitement légitime. On ne parle pas forcément de violence quand on parle de pouvoir. C'est vous qui voyez en cette violence le pouvoir que l'Américain qui se sert des autres, mais les Américains, dans leur système, souhaitent aspirer, bon, on sait que dans les faits ce n'est pas ça, mais dans leur idéologie, ils souhaitent une égalité des chances. Parce que justement, que tout le monde ait la chance de renverser le plus fort. Et cette chance, elle vient du plus fort et de ses faiblesses. Merci. Monsieur de Mauger, alors je sais bien que vous avez hérité peut-être d'une réponse un peu difficile à soutenir, puisque vous plaidez pour le fait qu'il ne faut pas aider les faibles. Et vous avez donc choisi de nous expliquer que la faiblesse est un état passager, qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité d'un individu à se fortifier, et que finalement, au bout du compte, donc, il ne faut pas l'aider, il faut qu'il s'aide tout seul. Alors, est-ce que ça n'est pas un point de vue un peu radical quand même si on prend la tradition qui prévaut en France, le christianisme pensait qu'il fallait aider les faibles. Si cette référence-là ne vous convient pas, je vous propose d'aller vers la Révolution et de rencontrer mon cher Robespierre, qui lui aussi n'a pas fait que couper la tête des gens, mais avait préconisé la création d'un droit à la subsistance, hein, il ne faut pas l'oublier. Et puis, plus proche de nous, à la Libération, on a quand même créé la sécurité sociale. Donc, au fond, est-ce que vous ne devriez pas mettre un peu d'eau dans votre vin et faire une différence entre l'assistance et l'assistanat? Pour moi, la question n'était pas est-ce que on aide les faibles? Non, la question c'est est-ce qu'il le fallait? Est-ce que vous pensez que sans sécurité sociale, on n'aurait pas pu avoir un autre système qui peut permettre aux citoyens d'avoir un accès aux soins sans pour autant leur proposer une aide garantie? On peut, mais d'ailleurs, c'est au final un bon exemple. C'est le gouvernement, après la Libération, qui met en place ce système de sécurité sociale, a invité au final à avoir toujours plus de droits, à se battre, à accorder des droits aux faibles, pour que les faibles
n'oublient jamais qu'ils ont eu des droits et qu'ils peuvent en avoir d'autres et se battent toujours plus à une époque où on sort d'une oppression. Merci. Alors, si je me souviens bien, M. Demogé était censé nous dire qu'il ne fallait pas aider les faibles. Ça m'inquiète un peu. Parce que quand même, moi j'ai beaucoup entendu dire que les faibles avaient un moment de faiblesse, qu'il fallait leur donner un coup de main, même provisoirement. Attendez, là, vous êtes en train de faire une plaidoirie, donc moi je pourrais par exemple être amenée à vous confier mes intérêts. Hein. Et là, je suis en train d'entendre que vous donnez dans la demi-mesure, etc. Non, écoutez, moi, ce que je m'attendais à entendre de votre part, c'est les faibles, et ça s'écrase. Et il y a des raisons pour ça. Et j'attendais de les découvrir, parce que ça m'intéressait. Si jamais le loup était conscient, pensez-vous qu'il, comme l'état sauvage, tuerait tout un élevage de moutons? S'il était conscient, il en mangerait un jour et garderait tous les autres en rang pour les dévorer au fur et à mesure. Pourquoi détruire tout ce qu'on peut avoir et posséder au plus longtemps? Pourquoi écraser les faibles alors qu'on peut s'en servir le plus longtemps possible, voire même les rendre plus forts, pour ainsi encore se développer encore plus? Si un fort qui obtient plusieurs faibles, s'il les renforce, il se renforce lui-même. Alors pourquoi les écraser totalement? On gagne du temps, de l'argent, beaucoup d'énergie, et au moins on reste entre soi, c'est quand même bien mieux. Enfin, mon avis. Non, je pense que le fort, il a besoin de... S'il est tout seul, au final, il perdra en puissance. Il a besoin de faibles. Il n'a pas besoin de tous les écraser. Il en a besoin à un meilleur état. Et il aura intérêt à leur montrer la voie, à leur montrer que lui est fort. Et que, par cette image, il va les inciter à être plus forts. Et là, il aura encore un plus grand intérêt que s'ils étaient simplement faibles. Si je puis me permettre, ça c'est des pages de faibles. C'est pas donner un coup de main. Oui, il ne faut pas les aider. Il faut en faire un élevage. Mais c'est pas ce que vous avez dit. Ah, moi j'ai entendu donner un coup de main, vous comprenez. Non, il faut donner un coup de main à qui a besoin d'aide. Ça ne veut pas dire qu'il est faible. Vous êtes fort. Vous avez dit qu'il y avait des gens qui avaient un moment de faiblesse. Un moment. Mais un fort peut avoir un moment de faiblesse. Il faut bien distinguer entre fort, moment de puissance, faible et moment de faiblesse. Comme chaque fort a une faiblesse. Tout se mélange. Et pourtant... Voilà, si je comprends bien, on éradique l'humanité et voilà. Finalement, moi c'est à la fin, si j'entends bien, où il y a des faibles qui sont forts, des forts qui sont faibles, et un petit peu de mal. Déjà, il n'y a pas une catégorie de faibles qu'on peut retrouver partout. Il y a un agencement qui est déséquilibré. On ne peut pas trouver deux personnes qui soient aussi faibles l'une que l'autre. On ne peut pas trouver deux personnes qui soient aussi fortes l'une que l'autre. Il y a toujours une échelle entre les deux. Il y aura un plus fort que l'autre, et plus fort, et plus fort, et plus faible, et plus faible. Et à partir de là, forcément, les notions se confondent, puisqu'il n'y a pas une catégorie de faible, ou une espèce faible. Il y a un faible, et tout au-dessus. Il y a un fort et tout en dessous. Donc une question pour Monsieur Demogé. Oui, vous nous avez vanté le fait que finalement il fallait des personnes puisque tout le monde s'aidait tout seul. Et donc vous avez cité Marx. Alors là, ça a allumé quelques lumières marxistes en moi. Et Marx, vous savez, cette conception selon laquelle finalement il y a un moment de l'histoire où le prolétariat va prendre conscience de lui-même. Et justement, c'est cette prise de conscience qui va l'amener à faire la révolution et à prendre le pouvoir. La question que je me pose, c'est qu'évidemment, cette prise de conscience, soit elle n'a pas eu lieu, soit si elle a eu lieu, eh bien, le prolétariat n'a pas pris le pouvoir. Donc finalement, le peuple, s'il a la force physique, il n'a jamais eu la force de prendre le pouvoir, et donc ça me semble être un contresens selon lequel la faiblesse peut se métamorphoser en force. Puisque même... Monsieur Demogé, à un moment de votre plaidoirie, vous m'avez regardé à plusieurs moments. Mais à un moment de votre plaidoirie, vous m'avez observé, vous avez dit
Faut-il aider les impuissants? Oui, bien évidemment. Et puis quelques instants après, vous êtes finalement gaussé du fait que grâce à moi, vous étiez devenu, je vous cite, dur, tout dur, très très dur. Alors au-delà du paradoxe qui finalement vous anime, j'aimerais vous poser à mon tour une question paradoxale. Est-ce que vous pensez que aider les plus faibles renvoie plutôt à un égoïsme ou à un altruisme? Pour moi, c'est un égoïsme. C'est vraiment penser qu'on peut agir à leur place et que c'est bon pour eux. Alors que non, absolument pas. Si on fait à la place de quelqu'un, alors il n'apprend rien, il faut qu'il apprenne par l'erreur, par l'échec, par l'adversité, par la coercition. Monsieur Demogé, vous avez affirmé avec une grande conviction qu'il ne faut pas aider les faibles. Pouvez-vous vraiment concevoir un monde dans lequel on n'aiderait pas les faibles? Attention, public de Rhétorica, ce qui va suivre est particulièrement violent. Épisode 6127 de La Petite Maison dans la Prairie, reconstitution, dans le rôle de Charles Ingalls, Mamadou Bey, dans le rôle de Madame Marie Ingalls, votre serviteur. Mamadou, s'il vous plaît. Papa, je peux aller porter une part de tarte à Madame Cornet? Oh non, quelle crête cette vieille charogne! Voilà à quoi ce monde nous conduirait. J'en viens à ma question. J'ai préparé ça, c'est pas possible. Non, j'en viens à ma question. Vous avez affirmé, je vous cite, j'espère que je ne défends pas vos propos, être dos au mur nous renforce et nous pousse à nous dépasser. C'est bien ça? Oui. Être dos au mur nous renforce et nous pousse à nous dépasser. Est-ce que quelqu'un qu'on mettrait dos au mur pour le fusiller partagerait votre point de vue? Quelqu'un poussé dos au mur dans le cadre d'une fusillade, enfin dans le cadre d'une exécution plutôt, parce que c'est à ça que vous pensez, ce serait quelqu'un victime d'une énorme force de coercition. Ce serait une force mauvaise, évidemment, du point de vue de la morale, mais au final, il n'y a pas de place pour la morale dans un échange entre force et faiblesse. Et il ne partagerait sûrement pas mon avis, mais je pense qu'il n'y penserait pas non plus. D'accord, très bien. Merci aux deux candidats, le jury se retire pour les minutes.